Retour sur le plateau de Direct Gestion, le débat. Mon invité ce matin, nous allons débattre avec Jean-Noël Vieille, gérant chez 360 Xence. Jean-Noël Vieille, première question. Comme d'habitude, on essaie de rebondir sur l'édito que vous avez écouté tout à l'heure. Paradis fiscaux, optimisation, mécanisme d'optimisation fiscale, en tout cas dans l'œil du cyclone, en tout cas sous le regard attentif de Bercy, non seulement de Bercy, mais également de Bruxelles. Qu'en pensez-vous pour le groupe Total et pour les autres sociétés internationales qui en profitent? Oui, non, moi je pense qu'il faut qu'il y ait effectivement une adaptation, en tout cas de la fiscalité, mais ça ne sert à rien de l'adapter sur le plan français. Il faut en tout cas d'avoir une incitation seulement française. Il faut vraiment que ce soit une politique européenne, au minimum. C'est-à-dire qu'en fait, il faudrait même qu'il y ait une réflexion quasiment globale pour éviter justement que des entreprises puissent tenter de bénéficier effectivement par des mécanismes de création de filiales et de transfert d'actifs dans ces filiales-là, qui sont quand même assez, je pense, destructeurs pour les pays un peu classiques, on va dire. Donc moi, j'y suis plutôt favorable. Je pense qu'il y a un impôt qui doit être effectivement payé par l'ensemble à la fois des citoyens et aussi des entreprises. Et il n'est pas très normal, effectivement, par rapport à notamment qu'on ait des différentiels entre les petites sociétés qui n'ont pas les facultés de pouvoir utiliser ces process, qui a une différence très très forte entre la fiscalité des PME et la fiscalité des grands groupes. N'y a-t-il pas un danger justement que ces groupes, ces fleurons, notamment du CAC 40, qui eux ont les moyens et sont maintenant des groupes complètement mondialisés, d'avoir justement des délocalisations, c'est-à-dire que le siège resterait en France ou peut-être même pas, et finalement il n'y aurait pour le coup plus aucun impôt qui rentrerait? Non, c'est pour cette raison que la solution passe par une harmonisation, au moins sur le plan européen, puisqu'on sait qu'il y a des pays comme l'Irlande qui sont beaucoup plus attractifs, le Luxembourg aussi. Enfin, déjà faisons quand même le ménage au niveau européen. Et ça limitera quand même ces délocalisations, parce que c'est quand même assez compliqué d'aller à Singapour pour des groupes. Et je crois que c'est pas tellement leur objectif non plus. Donc voilà. Mais je pense que c'est quand même assez sain de, voilà, de retrouver une en plus, si on réfléchit, si finalement ceci permettrait de ramener de la fiscalité, on peut imaginer qu'ensuite les taux puissent baisser, puisque de toute façon, au niveau des recettes fiscales, si on a une imposition d'un plus grand nombre, on peut se permettre de baisser les taux. Et c'est ça le principal objectif. Donc finalement, ça pourrait fonctionner. Trop d'impôts baisserait l'impôt du coup. Bah oui, puisque si vous, si Un vous, surcroît d'impôts, si vous augmentez si vous faites revenir l'assiette des fiscale recettes. plus importante, vous pouvez vous permettre de baisser les impôts. Et finalement, c'est ça l'objectif. Donc moi, je préfère prendre le problème dans ce sens-là. Alors on se reconnecte au marché financier, boursier, exceptionnel début d'année. On n'avait pas vu ça depuis 1991. On a une performance janvier-février de près de 16%. Cette hausse, elle vous paraît, Jean-Noël Vieille, un petit peu excessive actuellement? Oui, je crois que quand on a commencé nos scénarios comme tout le monde, hein, pour essayer de calibrer un petit peu l'exercice 2015, c'est clair que le consensus était plutôt positif, d'ailleurs, sur la partie européenne. On en connaît les raisons. Une banque centrale européenne qui lançait donc son programme d'achat d'actifs, qui devait donc soutenir un peu les marchés financiers. La deuxième, donc ça c'est une raison, on va dire, de flux, une raison de politique. Deuxième raison beaucoup plus fondamentale, la baisse de l'euro, qui est vraiment extrêmement importante, puisqu'on vient de passer, hier, on est quasiment proche des indices maintenant. Je rappelle qu'on était quand même à 1,40, donc ça fait un soutien évidemment pour les entreprises européennes extrêmement puissant. Troisième raison, et ça c'est du fondamental, troisième raison aussi, c'est la baisse des matières premières, notamment la baisse du pétrole, qui de toute façon permettait, si vous voulez, c'est ça qu'il faut que tout le monde comprenne, que même si la croissance macroéconomique européenne était relativement limitée, puisque au mieux on sera à 1,5, peut-être même 2%, mais même dans ces hypothèses-là, tous ces effets vont doper les croissances bénéficiaires des entreprises. Donc, une fois qu'on avait mis ça en modélisation,
on pouvait s'attendre sur les marchés européens, effectivement, sur l'année 2015, avec des progressions, on va dire, entre 15 et 20%. D'accord, donc vous dites aujourd'hui, enfin, l'alignement des planètes fait entre l'euro-dollar, le QE et le pétrole qui baisse, Voilà. tout ça favorise une croissance, mais cette croissance, elle paraît... en tout cas, vous mettez en garde, hein, je signale que vous publiez chaque semaine une lettre qu'on peut retrouver sur votre site internet 360 Xance, très intéressante, puis l'exercice pas évident, hebdomadaire, et ça fait maintenant plusieurs semaines que vous nous dites le marché est mûr pour une consolidation à votre sens, donc cette hausse, et même si on a cet alignement des planètes, cette hausse est surévaluée aujourd'hui? Je pense qu'encore une fois, c'est ce qu'on attendait un peu sur l'année. Encore une fois, qu'on soit bien clair, les éléments sont là. Je ne suis pas en train de dire non plus qu'on est dans une phase de bulle comme certains peuvent le dire. Parce que les valorisations restent pour voilà, l'instant correctes. Exactement. On reste dans des... Mais on est quand même dans le haut des fourchettes. Et je dirais maintenant, si on regarde un peu le côté... Enfin, qu'est-ce qui peut peser? Vous avez quand même une problématique de politique internationale qui reste quand même assez peu claire. Russie-Ukraine, c'est quand même compliqué. On a vu l'assassinat samedi dernier d'un des principaux opposants à Poutine, ce qui est quand même pas très clean. Et le deuxième point, la Grèce, qui reste quelque chose qui peut peser à tout moment, n'est quand même pas résolu. Donc pour l'instant, comme le fait souvent le marché finalement ne prend vraiment que les bonnes nouvelles. Donc c'est à nous quand même de se repositionner pour essayer quand même de faire le tri. Donc quand je dis attention, soyez prudents maintenant, encore une fois, j'ai eu effectivement plutôt tort sur le mois de février, mais on ne peut pas imaginer qu'on va croître de 15% tous les 2 mois. Ça me paraît totalement invraisemblable. Donc après, en revanche, qu'est-ce que j'attends comme consolidation? J'attends pas du tout un repli extrêmement puissant, mais en gros, si on revenait à 200 points de moins, 300 points de moins, c'est-à-dire revenir dans les niveaux des 4600, on pourrait à nouveau donc souffler un petit peu et puis repartir. J'ai l'impression que cette hausse, à la limite, elle serait tellement attendue aujourd'hui pour tous ceux peut-être qui se sont un peu allégés un petit peu trop vite, la baisse, que si consolidation il y avait, on a l'impression que tout le monde se ruerait sur le papier pour bénéficier justement de cette performance, parce que le momentum, le consensus de marché reste quand même très positif. Non, je crois que vous avez raison, et c'est toute la difficulté de gérer, c'est-à-dire qu'il faut à la fois... Bon, nous avons nos convictions, nous faisons des comités de gestion entre nous, etc. C'est des décisions collectives. En même temps, il faut aussi écouter le marché. On ne peut pas non plus s'extraire de ce qu'on va appeler la psychologie des marchés. Donc, c'est un peu difficile. Maintenant, attention, c'est logique de flux, c'est-à-dire le fait de se dire ça fonctionne à un moment donné, mais je crois que ça ne peut pas inverser de façon durable des tendances. Donc, moi, je reste convaincu qu'il faut faire attention. Encore une fois, il n'y a pas de message négatif structurellement, parce qu'encore une fois, on est sur un fond économique qui est plutôt bon. Les politiques centrales ont fait leur boulot. Maintenant, attention, par exemple, on n'a pas parlé des États-Unis, mais quand les États-Unis vont vraiment rentrer dans leur inversion de tendance au niveau des politiques monétaires et quand ils vont vraiment prendre la décision de relever leur taux, ce qui a priori sera le cas probablement en juin, je pense que ça risque quand même de faire assez mal sur les marchés. Donc effectivement, on peut peut-être encore avoir une fin un deuxième trimestre positif, avec d'ailleurs un effet de flux intéressant avec les dividendes qui vont rester assez importants, et on sait que c'est un soutien des marchés. Donc oui, je pense qu'on peut peut-être encore parier sur un semestre élevé. Moi, simplement, j'attends quand même de voir. On aura la BCE cet après-midi avec ce début de QE. Le début de QE, il est... Bon, on sait que c'est très bien, mais... Parlons-en de ce début de QE, parce qu'effectivement, il a été annoncé. 1000 milliards vont être injectés. Le but, on le rappelle, la Banque centrale va enfin pouvoir acheter des obligations souveraines, des obligations d'État. Et finalement, elle en achèterait tellement que ça, enfin l'idée en tout cas, ça assècherait le marché pour d'autres acteurs privés qui du coup devraient mécaniquement se rebalancer sur du papier peut-être plus risqué et donc favoriser l'économie. Que pensez-vous de ce scénario? Est-ce qu'il est réaliste? Oui, en tout cas, c'est le scénario du consensus, qui d'ailleurs explique la hausse au cours de ces 2 derniers mois. On a parlé tout à l'heure que des actions, mais du très bon comportement du marché obligataire à nouveau.
alors qu'on on savait que ce marché devenait quand même assez compliqué. Et nous, on avait des projections, par exemple, sur le marché obligataire, voilà, de faire, si on faisait 4 à 5% sur l'année, c'était parfait. On est déjà à 4%. Donc, enfin, je veux dire, la plupart des classes d'actifs, voilà, on est un peu là, au bout des 2 mois, au bout des logiques. Alors, on rappelle juste sur les obligations, hein, pour les téléspectateurs qui nous regardent, puisqu'on on est très habitué aux actions. Les obligations, ça marche de manière différente. C'est quand le taux baisse qu'on va gagner de l'argent. Un exemple, le taux des Bund allemands, c'est-à-dire l'obligation d'État allemande, était à 0,8 au 31 décembre. Ça passe à 0,5. Eh bien, le gérant, pour faire de la performance, va capter cette différence entre 0,8 et 0,5. Et on se dit à 0,5 quand même sur 10 ans, hein, c'est-à-dire le rendement est faible, eh ben, ça ne pourra pas aller plus loin. Mais vous nous expliquez que si, ça peut continuer parce que justement, il y a ce report. Voilà. Sur ce papier très prudent. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez des investisseurs quand même qui acceptent, donc là on parlait du 10 ans, mais qui acceptent de prêter à l'Allemagne, voire à la France, sur du 2, 3, 4, 5 ans, à des taux négatifs. Ce qui paraît quand même un petit peu aberrant, puisque ça veut dire que vous acceptez de perdre de l'argent. Donc, si on revient au fond, oui, il y a cette idée de transfert, c'est-à-dire de dire je ne peux plus aller sur ces taux qui sont quand même très faibles, donc je vais aller investir sur des classes d'actifs un petit peu plus risquées. Oui, ça peut fonctionner. Et en tout cas, clairement, c'est ce que le marché a joué. Et surtout, ce que vous disiez tout à l'heure, effectivement, est intéressant, c'est cette idée d'assèchement. Et je crois que je discutais récemment avec notre gérant obligataire, et c'est vrai qu'on a du mal à trouver les papiers, y compris parce que ça s'est transféré aussi sur la dette des entreprises, sur la dette corporate. Et aujourd'hui, c'est assez difficile de trouver du papier intéressant parce que tout le monde est en train de chercher ce type de papier par crainte de ne plus pouvoir l'avoir. Alors, est-ce que vous pensez, justement, dans le scénario, hein, que l'objet principal, on le savait, hein, de M. Draghi, sur la partie, on va dire, monnaie, parité, euro-dollar, le contrat est rempli même avant, enfin, le fait qu'on ait annoncé ces mesures a fait baisser l'euro de manière considérable, 1,40 à 1,10 aujourd'hui. Mission accomplie. Au niveau de l'inflation, pensez-vous que le pari de Mario Draghi va pouvoir se réaliser ? Non, c'est probablement ce qui risque de coincer dans l'équation, puisque le pari, mais qui a été immédiatement assez vite critiqué par beaucoup d'économistes, c'était de dire effectivement cette injection de liquidités aura une traduction dans la hausse de l'inflation. Or ça n'a jamais été démontré. Y compris aux États-Unis d'ailleurs, on n'a pas eu, avec la réussite du quantitative easing américain, mais ça n'a pas eu d'effet sur l'inflation. Ça a eu un effet sur la création de richesse, mais ça n'a pas eu cet effet-là. Et pour une raison simple, c'est qu'on sait très bien que les deux facteurs de hausse de l'inflation, la première, la plus fondamentale, ce sont les salaires. Or, nous ne sommes pas dans une équation, malheureusement pour tout le monde, de hausse des salaires en Europe. Faut-il encore un boulot, hein, pour être Absolument. Et le deuxième facteur, c'est les matières premières, c'est principalement l'énergie. Or, on est dans un schéma plutôt baissier, alors qui a peut-être là aussi atteint son niveau plancher. Donc ça, c'est le pari, et ce pari-là, pour moi, ça fait partie des risques que j'intègre quand je dis attention. Il faut peut-être maintenant voir le verre peut-être à moitié vide maintenant, parce que il y a des choses qui manquent dans cette approche de la BCE. Et pour terminer aussi sur ce quantitative easing, je pense que, encore une fois, il faut bien comprendre que ces 2 milliards d'euros qui vont être investis donc tous les jours, à partir des prochains jours, on redonne la main aux banques centrales nationales qui vont quand même avoir tendance, en fonction de leur prorata du poids économique, à acheter leur propre monnaie, leur propre dette. Ce qui veut dire que ça va assécher l'Allemagne et la France, très clairement, mais ça ne va pas non plus résoudre, je pense, la problématique espagnole, portugaise et aussi italienne et grecque, qui sont un petit peu en dehors du coup. Donc, ça fait partie un petit peu de la nébuleuse, de cette espèce de péréquation qu'on devait attendre au niveau de l'Europe pour essayer d'améliorer la situation globale en Europe. Il y a encore des trous un petit peu dans la raquette, je dirais, dans ce domaine-là. Un trou dans la raquette de Mario Draghi, en tout cas un pari risqué sur l'inflation selon Jean-Noël Vieille. On se retrouve dans un court instant pour voir comment à ce moment-là investir sur ces marchés. Peut-on encore investir? À tout de suite.